Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'il puisse voir et toucher. La création est un acte de pure volonté. La vie trouve toujours un chemin. C'est avec ces quelques phrases maintenant devenues symboliques que John Hammond fit part de son rêve. Rêve complètement absurde pour certains, mais réalisable pour d'autres. Car l'argent fait tourner le monde, John Hammond créa un parc, avec son associé Henry Wu. Et c'est ainsi que commença la légende de Jurassic Park. Eh bien, yop les gars tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Xeridium et on se retrouve aujourd'hui les gars pour tourner une vidéo analyse du trailer de Jurassic World Dominion sorti il y a maintenant un peu plus de 6 jours à l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais plus exactement. Entre nouveaux dinosaures, nouveau environnement, nouveaux protagonistes, antagonistes, personnages qui reviennent, on ne sait plus où donner de la tête et du coup, cette vidéo va vous aider à y voir plus clair. Bien évidemment, on n'hésite pas à rester jusqu'au bout forcément. Au passage, si vous aimez ce genre de contenu, on n'hésite surtout pas à liker les gars, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. À vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui sortiront, que ce soit du Jurassic World ou bien des vidéos gaming. Donc du coup les gars, voilà, on est parti. Première phase de la vidéo, les nouveaux dinos. Donc du coup les gars, on va commencer par le nouveau dinosaure, le tout premier qu'on voit apparaître dans la bande-annonce, le petit Vélociraptor, le petit bébé de Blue. Alors certains me diront que non, ce n'est pas un nouveau dinosaure, mais il y a quand même beaucoup de secrets par rapport à ce petit. Tout bonnement, la première question qu'on se demande, c'est comment est-ce que Blue a réussi à l'avoir? Parce que hormis Charlie, Delta, Echo et Blue, du coup, elle n'a pas eu de contact récent avec des raptors parce que je rappelle bien que ces trois comparses sont morts face à l'Indominus Rex à la fin de Jurassic World dans la bataille finale. Du coup, la question qu'on se pose, voilà, c'est comment est-ce qu'elle l'a eu. On se rappelle notamment dans le tout premier film Jurassic Park qu'on apprend qu'avec un certain gène, ce gène leur permettait en fait tout bonnement de changer de sexe. Par exemple, vous n'aviez qu'un groupe de Triceratops qui était entièrement composé de femelles, du coup, eh bien, une de ces Triceratops femelles pouvait changer de sexe et devenir tout bonnement un mâle pour pouvoir se reproduire avec d'autres et créer derrière des petits. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, on se dit, la première hypothèse, ce serait forcément ça. Ce serait qu'à tout moment, un des quatre à l'époque ait changé de sexe pour devenir un mâle et pouvoir se reproduire avec Blue. Mais il y a quand même peu de chances que ce soit arrivé parce que la gestion d'un Vélociraptor, elle ne dure pas énormément de temps. Entre le premier film Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, il y a quand même plusieurs années qui sont passées. Je crois qu'il y a exactement 5 ans entre la destruction du parc et l'éruption du mont Sibo, le volcan, dans Jurassic World Fallen Kingdom. Donc je pense que nous pouvons éloigner cette théorie qui, pour ma part, je pense être fausse. Après, il y a d'autres raptors qui apparaissent dans Jurassic World Dominion, la bande-annonce. On le voit notamment quand on a Owen en plein centre-ville qui se fait courser par des raptors alors que celui-ci est en moto. Donc on a des semblants de raptors. Après, peut-être que c'est une race différente des raptors, mais pour l'instant, on a encore pas mal de secrets au niveau de ce petit de Blue et on espère pouvoir en découvrir un peu plus sur lui ou sur elle dans les prochains bande-annonce. Donc du coup, sans plus attendre, on part pour le deuxième dinosaure qui est le Therizinosaurus. Le Therizinosaurus, les gars, c'est un dinosaure herbivore mais agressif. Rien qu'à sa tête et à ses griffes, vous voyez le bétail. Personnellement, j'ai pas trop envie de l'approcher et de lui faire un câlin. Ce dinosaure, c'est la première fois qu'on le voit apparaître dans la saga des films Jurassic World. Dans les films Jurassic Park, il n'y était pas. Dans la saga Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom non plus. Seulement dans le dernier volet de cette fameuse trilogie qu'il apparaît dans Jurassic World Dominion. Dans le trailer, on le voit apparaître seulement quelques secondes.
notamment avec notre fameuse Claire Deering, qui a l'air d'être pas mal dans le pétrin et dans un marais, hein, plus précisément. D'ailleurs, parlant de marais, c'est un environnement qui me fait vachement penser à un environnement genre île exotique, à la Isla Nublar ou encore à la Isla Sorna. Donc le dinosaure, on ne voit pas sa tête de face, forcément, on le voit de dos. On voit également un plan de coupe sur ses griffes pour montrer un peu la dangerosité du bétail, hein, forcément. On n'en sait pas plus sur lui, mais surtout la question qu'on vient à se poser, c'est comment est-ce qu'il est arrivé là, voilà. Parce que comme je vous l'ai dit avant, il n'est jamais apparu dans aucun des films du Jurassic World. Donc pourquoi qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ce truc fout là? Donc du coup, moi personnellement j'ai une hypothèse. Donc pour ceux qui se rappellent de la fin de Jurassic World Fallen Kingdom, hein, il y a eu la vente aux enchères et donc tous les dinosaures ont été vendus et ont été expédiés aux quatre coins du monde selon les différents acheteurs. Mais il y avait pas que les dinosaures, les gars. Et non, pour ceux qui auraient oublié, il y a aussi des barres d'ADN dans des valises qui ont été bien sagement transportées un peu partout dans le monde. Et forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait à ton avis avec ces barres d'ADN? Et ils ont créé des dinos, voilà, tout simplement. Hein, parce que vous verrez que le Terry, c'est pas le seul dinosaure inconnu au bataillon qui apparaît dans la bande-annonce. Il y en a encore 2-3 autres faciles, hein. Donc moi personnellement je pense que ça vient de là, les barres d'ADN de dinosaures. On se doutait qu'il y avait forcément du T-Rex, du Raptor, peut-être même de l'Allosaure, du Carno, du Tricé, enfin plein de dinosaures qu'on connaît, mais alors des dinosaures qu'on ne connaissait pas, on ne pouvait pas s'en douter, du moins personnellement moi je n'y avais pas pensé du tout. Ok, donc du coup les gars, on part sur le troisième dinosaure. Après le Terry, nous voici arrivés au Pyroraptor, un dérivé du Raptor à plumes cette fois-ci. Hein, d'ailleurs, personnellement, j'adore le chara-design de ce dinosaure. Les plumes rouges, je trouve vraiment que ça lui va très très bien. Hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous kiffez les dinosaures à plumes ou non? Personnellement, moi, je les ai tous vus sans plumes, donc franchement, si on abuse des plumes, ça peut peut-être gêner quand même. Là, sur le Pyroraptor, de toute manière, ça lui va très bien, donc je ne vois pas pourquoi ce serait embêtant. Mais par exemple, va rajouter des plumes à un T-Rex, t'obtiens un poulet, donc on va peut-être éviter quand même là-dessus, quoi. Hein, d'accord. Donc du coup, pour en revenir à notre Pyroraptor, pareil, comme le Terry, on ne le voit passer que quelques secondes dans la bande-annonce. On ne le voit qu'avec notre Owen Grady, hein, notre fameux Chris Pratt, qui est lui-même accompagné. Alors ses nouvelles protagonistes, hein, si je ne dis pas de conneries, elle va être dans l'équipe de Owen et de Claire. Alors je ne sais pas du tout comment qu'elle s'appelle, je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'elle fait là. Je pense que ça doit être une alliée, c'est forcément une alliée à mon avis, hein. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais en tout cas, elle est avec Owen, et à deux, ils vont affronter le Pyroraptor. D'ailleurs, ils sont armés. Ils ont surtout un taser, hein, parce que bon, le but c'est pas de tuer la bête, certainement de la mettre en captivité pour pouvoir la préserver. Donc, pareil, on en revient à la même conclusion pour le Terry. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pour ma part, je pense que c'est toujours les barres d'ADN qui ont été transportées dans tous les continents. Du coup, les gars, on en arrive maintenant au quatrième dinosaure. Tenez-vous bien, parce que là, on a du lourd, le Quetzalcoatlus. Le Quetzalcoatlus, les gars, c'est une version améliorée du Pteranodon. Ce n'est pas le même dinosaure, hein, ce n'est pas la même espèce. C'est un truc qui est vraiment gigantesque, hein. Vous pouvez le voir sur les images que j'ai prises. Le Quetzalcoatlus, les gars, fait la taille littéralement de l'avion qu'utilisent Owen et Claire pour s'enfuir de la base arctique. C'est un truc de malade, ce truc est énorme. Il arrive à faire scratcher l'avion, hein. J'imagine d'ailleurs que c'est comme ça que Owen et Claire vont devoir affronter le Pyroraptor. Et du coup les gars, maintenant on en arrive au dernier dinosaure, le cinquième de cette liste, hein, le plus gros, le plus balèze, le plus dangereux, j'ai nommé le Giganotosaure. Le Giganotosaure les gars, c'est comme le Quetzalcoatlus, c'est un T-Rex amélioré, littéralement. Ce truc est plus gros que le T-Rex, plus dangereux, plus rapide, c'est un T-Rex en mieux en fait. Hein, le Gigano, là vous voyez là sur les photos que j'ai prises par rapport au trailer les gars, il est tout simplement énorme. Et alors vous allez me dire, ouais mais bon, il est dans l'ombre, est-ce que t'es sûr que c'est un Gigano? Alors les gars, j'ai mes petites preuves, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok les gars, donc du coup on va commencer par les premières preuves les gars. Tout simplement ce sont des aspects physiques du Giganotosaure. Comme vous pouvez le voir, les deux mains jaunes reflètent toutes les deux les espèces de cornes juste au-dessus des yeux du Giganotosaure, hein. Ces cornes sont présentes sur l'image de la bande-annonce du Giganotosaure, pardon. Donc plutôt du coup son ombre vu qu'on ne le voit pas distinctement non plus.
mais elles sont également présentes sur le Giganotosaure du prologue de Jurassic World Dominion qui nous a été dévoilé il y a maintenant quelques mois. Donc du coup, un petit prologue voilà qui dure environ je crois 5 minutes, les premières images du film qui nous avaient été dévoilées. Donc du coup, il nous avait disé ça et ça nous disait du coup l'arrivée du Gigano, de ce fameux dinosaure dans le film Dominion, ce qui a ravi plusieurs fans. Donc du coup, voilà, on a les cornes comme je vous l'ai dit, et ensuite on a également les espèces de pics, l'espèce de petites collerettes qu'il a sur son dos, le Gigano. Alors je sais qu'on la voit bien sur l'image du prologue, mais non pas sur l'image de la bande-annonce. Désolé les gars, j'ai pas pu faire mieux, mais sachez en tout cas que moi, quand je vois la bande-annonce, je les vois très bien, donc je peux vous assurer qu'ils sont là dans les deux cas. Pour passer donc à la preuve suivante, les gars, ça se passe au niveau des pattes du dinosaure. Ce dinosaure a une espèce de doigt crochu. Un doigt crochu, c'est un doigt, littéralement un doigt de ses pieds, mais qui est beaucoup plus reculé vers la jambe que vers le bas de la patte du dinosaure. Et du coup, j'ai trouvé que sur la bande-annonce et dans le prologue, il y avait exactement le même, les gars. Donc pour moi, c'est encore une preuve irréfutable que ce dinosaure est le Giganotosaure. Mais bon, pour ceux qui auraient fait attention quand même, le T-Rex a le même doigt de pied, aussi relevé vers la patte, vers la jambe plutôt que vers la patte justement. Donc bon, ça c'est pas forcément une preuve incroyable, mais pour moi, ça en fait quand même partie. Après les gars, il y a des dinosaures dont je n'ai pas parlé, dont le Dilophosaure, mais bon, ceux-là on les avait déjà vus, donc je ne voyais pas l'intérêt de pouvoir en reparler. Quand même juste une chose, Dilophosaure, la seule fois qu'on l'a vu, c'est dans le premier opus de toute la saga, donc Jurassic Park 1. Et maintenant, place aux différents personnages. On m'en bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Ok les gars, donc du coup on va pouvoir commencer à parler de nos premiers personnages, ok. Comme d'habitude, nos personnages principaux de cette intrigue, de ce film, sont Owen Grady alias Chris Pratt et Claire Dearing alias Bryce Dallas Howard. Forcément, depuis 2 films, depuis la saga Jurassic World et non pas Jurassic Park, on ne les quitte plus. Ils sont toujours au devant de la scène avec 2 nouveaux compagnons à chaque nouveau opus. Mais là, on va se baser surtout, parce qu'on est très content de les revoir, les deux, franchement on est très content, mais surtout les personnes qu'on est heureux de revoir, les gars, c'est Ian Malcolm, Alan Grant et Ellie Sattler, les gars. On est super contents, ok. Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern, on est ultra content de les revoir. Franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Franchement, je crois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu nous faire de mieux Jurassic World pour ce film, nous faire revenir les 3 acteurs principaux d'antan. Franchement, c'était la meilleure idée qu'ils puissent avoir. Après maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces 3 personnages vont vraiment avoir un rôle important dans le film? Moi personnellement, je pense que oui. Si ils nous les font revenir sur le devant de la scène, c'est certainement pas pour rien. C'est certainement pour éclaircir le mystère et terminer une bonne fois pour toutes la parenthèse sur les dinosaures. À plusieurs moments, on les voit. On voit notamment Alan Grant qui retrouve Ellie Sattler sur un site d'archéologie, sur un site de paléontologie, sur un site de fouilles. D'ailleurs, petit élément du décor, on a une photo qui date de l'époque de quand ces 2 personnages étaient en couple. Après, on a une petite apparition de Jeff Goldblum, donc Ian Malcolm, plutôt vers la fin du trailer pour celui-ci. D'ailleurs, on se rappelle quand même que dans Fallen Kingdom, Ian Malcolm s'était dressé contre toute une organisation, enfin contre tous les représentants d'État, parce que il y avait un débat sur le sujet de si oui on sauve les dinosaures ou non on ne les sauve pas quand le mont Sibo a éclaté. Et c'était le seul à vouloir ne pas les sauver, et il a expliqué pourquoi, et à lui seul il a réussi à faire changer d'avis tout le monde, les gars. Donc faut quand même se dire que ce personnage c'est quand même un personnage très important. Il a vécu des choses horribles à cause des dinosaures qui l'ont traumatisé à vie, qui l'ont marqué à vie, donc c'est pour ça qu'il était contre cette idée. Donc forcément ça se comprend, les gars, quand vous voyez l'opus 1 et l'opus 2 de Jurassic Park dans lequel il apparaît. Bon, il y a pas mal de choses, franchement, son opinion se comprend, quoi, par là, je veux dire. Donc du coup, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que vont donner leur rôle dans ce film. J'espère du moins qu'on les verra pas qu'à certains moments, qu'ils auront vraiment un rôle important, comme je l'espère. Et du coup, les gars, pour terminer
l'analyse de nos personnages, on va donc parler de notre professeur Henry Wood, notre favori qui ne nous lâche plus depuis le tout premier opus de Jurassic Park, les gars. Pour ceux qui auraient oublié, il était présent dans Fallen Kingdom, il avait tenté de récupérer du sang de notre fameuse Blue pour pouvoir recréer derrière d'autres raptors, mais il n'a jamais réussi car il s'était fait stopper à temps. Enfin bon, je vais pas vous raconter, c'est pas le sujet. Mais du coup, il est bien présent dans la bande-annonce de Jurassic World Dominion. Reste à voir ce qu'il va nous promettre comme création. On le voit notamment dans un labo de génétique, en train de jouer comme d'habitude sur un ordinateur avec des bandes ADN. Reste maintenant donc à savoir quelle va être sa place dans le film Dominion, parce que nous ne le voyons en aucun cas en compagnie de nos personnages principaux. Mais moi personnellement j'espère qu'il aura quand même une place importante et qu'il se retrouvera au final du côté des gentils, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais bon, Henry Wu, il a pas fait des choses qui sont folles. Quand on sait que c'est lui qui a créé l'Indominus Rex et l'Indoraptor, bon, il y a de quoi se poser des questions quand même sur son positionnement par rapport aux dinosaures. Et donc maintenant les gars, pour terminer cette vidéo, on va parler des différents environnements dans lesquels se retrouvent nos dinos favoris. Ok les gars, donc on va parler du premier environnement qu'on voit dans la bande-annonce, l'environnement neigeux, un tout nouvel environnement pour les dinosaures, la première fois qu'on voit cet environnement dans toute la saga, dans les 6 films Jurassic, les gars. C'est donc une première fois pour les dinosaures qui vont passer d'une île tropicale à quand même les USA, la Californie, le nord de la Californie, un peu précisément, vu que c'était l'emplacement où logeait le manoir de Benjamin Lockwood, endroit où tous les dinosaures ont été vendus. Donc du coup dans la bande-annonce on voit énormément de passages dans la neige, donc dans de la Californie comme je viens de le dire, mais quelque chose qui m'embête, qui me taquine un peu quand même, c'est l'environnement du Therizinosaurus. Comme on le voit les gars, il est dans un environnement plutôt tropical qui nous ferait davantage penser à une île plutôt qu'au nord de la Californie. Franchement, quand vous voyez les marécages, l'eau, les arbres, enfin la nature environnante, ça tu vas pas me dire que c'est dans la neige quand même. De même, pour l'emplacement du Giganotosaurus, les gars, quand on le voit à la fin, il est dans un environnement un peu jungle, avec, alors je crois qu'il y a des endroits qui sont enflammés, il y a même des structures autour qui nous font passer un peu à des structures scientifiques. Donc moi j'avais un peu une idée là-dessus, j'avais ma propre théorie, ma propre opinion, mais ça je pense que j'en ferai une vidéo parce que c'est quand même un sujet que j'aimerais bien développer et qui serait plutôt intéressant à faire en une vidéo que là à faire en quelques minutes. Après les gars, détail qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que du coup maintenant que les dinosaures ne sont plus sur une île, mais sur le continent américain, le film va prendre une tournure mondiale, une tournure nationale. Donc les dinosaures peuvent se retrouver n'importe où sur les continents. Ils peuvent très bien y en avoir en Europe, en Asie, au Japon. Enfin, il peut y en avoir partout selon les différents acheteurs qu'il y a eu dans Fallen Kingdom. C'est pour ça, je pense qu'on voit l'environnement arctique qui me fait penser au nord des USA, au nord de la Californie. Pareil, à un moment, on voit une espèce de canyon avec une espèce de désert un peu. Donc ça me fait penser aussi aux USA ou peut-être même à l'Afrique. On ne sait pas. Donc du coup pour l'environnement du Terry et du Gigano, ça se peut très bien que ça se passe par exemple en Amérique du Sud et non pas en Amérique du Nord. Pour ma part c'est ce que je pense. Et voilà, du coup les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi tout ce que j'espère c'est qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite surtout pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Surtout ça me fait extrêmement plaisir de voir à chaque fois vos commentaires, vos pouces bleus ou encore même vos nouveaux abonnements. Moi tout ce que j'espère c'est que cette vidéo elle vous aura aidé à y voir plus clair sur la bande-annonce numéro 1 de Jurassic World Dominion. S'il y a encore une autre bande-annonce, je referai une vidéo un peu plus explicative en fonction des nouveaux éléments qu'on aura. Et d'ailleurs, je préparerai une vidéo sur ma petite théorie sur les déroulements de Jurassic World Dominion. En tout cas, c'était Xeridium. Je vous dis à la prochaine. Ciao!